journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Premier entretien en tête-à-tête entre le maréchal Haftar et Emmanuel Macron. L'homme fort de l'Est libyen a été reçu à l'Elysée 2 semaines après son rival, le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Faiz al-Sarraj. Décryptage dans un instant avec Wassim Al-Ahmar. Il était à l'Elysée et il a suivi cette rencontre pour France 24. Cette journée sanglante en Centrafrique, une trentaine de civils ont été tués dans l'ouest du pays. Une religieuse franco-espagnole de 77 ans a également été retrouvée morte. Un nouveau revers pour le gouvernement qui s'est engagé à faire appliquer l'accord de paix de Khartoum signé en février dernier. La correspondance à Bangui dans ce journal. Et puis la disparition du Kenyan Binyavanga Wainaina, l'un des plus célèbres écrivains du continent. Il est mort à l'âge de 48 ans des suites d'une maladie. Il était connu pour être un ardent défenseur des droits des homosexuels. Son portrait dans un instant. À peine 2 semaines après la visite de Faiz al-Sarraj à Paris, le maréchal Haftar était reçu par le chef de l'État Emmanuel Macron à l'Elysée. L'homme fort de l'Est libyen qui a lancé une offensive sur Tripoli le 4 avril dernier était convié pour des discussions en vue de relancer le processus politique alors que les combats se poursuivent. Wassim Al-Ahmar est avec nous sur ce plateau. Vous avez suivi cette rencontre pour nous aujourd'hui à l'Elysée. Qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui, je parlais d'un tête-à-tête, qu'est-ce qui s'est dit entre Emmanuel Macron et le maréchal Haftar? En fait, selon l'entourage du président Macron, puisque cet entretien, comme vous venez de dire, c'était loin des caméras, en fait. Mais selon l'entourage du président, c'est un entretien qui a duré un peu plus d'une heure. Et le maréchal Haftar a fait un long exposé pour se justifier justement sur l'offensive qui a été lancée le 4 avril, en insistant notamment sur deux raisons, en fait. C'est l'impasse politique en Libye et aussi la présence des groupes radicaux qualifiés de terroristes par maréchal Haftar. Est-ce que la capitale était menacée d'être contrôlée par ces groupes? Donc, lui, en tant qu'il se considère comme le chef de l'armée régulière, ce qu'il a dit en tout cas au président Macron aujourd'hui, a vocation, cette armée en fait, a vocation à restaurer l'ordre sur l'ensemble des territoires. Et dans ce cadre-là, il était, selon lui, en fait, tout à fait légitime de lancer cette offensive. Après, sur la question politique, sur le processus politique, le président français a insisté pour que le cessez-le-feu intervienne rapidement. Et là, maréchal Haftar dit, avec qui vous voulez que je négocie? Il n'y a personne en face. Conclusion de cet entretien, les conditions pour maréchal Haftar ne sont pas réunies aujourd'hui pour un cessez-le-feu. Mais en même temps, la diplomatie française considère qu'il y aurait éventuellement une fenêtre de tir en travaillant avec le représentant spécial des Nations Unies, avec les autres États européens, avec les pays de la région, pour faire éventuellement en dynamique collective, organiser des négociations avec les représentants de Tripoli, de Zintan, de Misrata et du maréchal Haftar. Alors pourquoi la France reçoit aujourd'hui le maréchal Haftar? La France a des intérêts, ce que aujourd'hui la diplomatie française assume en fait en parlant de ses priorités en Libye, qui est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les trafiquants, y compris les trafiquants des migrants en fait clandestins, mais en même temps c'est pour restaurer la paix dans la durée en Libye, puisque c'est pas la question de la stabilité de la Libye, c'est la stabilité régionale. Et on sait que la France a des intérêts dans la région et notamment en Afrique. Et il y a l'armée française engagée en tout cas. Et engagée. Donc, on considère à Paris aujourd'hui qu'il y a le président du gouvernement d'entente nationale, Faiz al-Sarraj, qui est reconnu par la communauté internationale, qui est l'interlocuteur légitime, mais en même temps, il y a un acteur incontournable qui s'appelle le maréchal Haftar, et on est obligé, en quelque sorte, de travailler avec lui. Et en fait, c'est ça qui justifie la diplomatie française aujourd'hui qui a reçu Faiz al-Sarraj il y a une dizaine de jours et qui reçoit le maréchal Haftar aujourd'hui. Merci beaucoup, Wassim Al-Ahmar, pour cet éclairage. Merci.
On part en Centrafrique avec ce lourd bilan. Une trentaine de civils ont été tués par un groupe armé dans l'ouest du pays dans des attaques simultanées. Des attaques qui suscitent la colère du gouvernement engagé dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Khartoum, signé le 6 février dernier. Par ailleurs, une religieuse franco-espagnole âgée de 77 ans a été retrouvée assassinée dans un village dans l'ouest du pays. La correspondance à Bangui de Pierre Akpro. 34 morts et 5 blessés, c'est le bilan provisoire des attaques survenues ce mardi dans la préfecture de Louam-Pendé. 3 attaques quasi simultanées qui, selon les premiers éléments, sont à attribuer au groupe armé 3R, un groupe armé qui s'érige ici en défenseur des minorités Peuls et qui aurait commis ces attaques en représailles du meurtre de l'un d'entre eux et du vol de bétail. Le directeur des opérations de la MINUSCA a comparé cette attaque à un acte terroriste puisqu'une grande majorité de ces civils ont été froidement abattus au cours d'une réunion de conciliation convoquée par le groupe armé. Depuis la signature de l'accord de paix le 6 février dernier, eh bien, il s'agit de la plus grande entorse faite au texte par un groupe armé signataire, un acte que le gouvernement ne compte pas laisser impuni, comme l'a déclaré son porte-parole Ange-Maxime Kazagui au cours d'une conférence de presse conjointe avec la MINUSCA. Le gouvernement s'associe à la MINUSCA pour exiger de M. Sidiki l'arrestation et la remise des auteurs de ces massacres aux autorités dans les 72 heures, sous peine d'être tenu personnellement responsable et de répondre de ses actes. Le même délai est donné au mouvement 3R pour démanteler ses bases et barrières illégales, faute de quoi la MINUSCA et le gouvernement prendront les mesures qui s'imposent. Il faut rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre d'un gouvernement inclusif, le général Sidiki avait été nommé conseiller militaire spécial auprès du Premier ministre. Il faudra donc patienter les prochains jours pour une réaction du groupe armé. Mais en attendant, une patrouille de la MINUSCA a été dépêchée sur place pour établir le calme et l'enquête suit son cours. Un autre élément malheureux est à signaler dans le pays. Eh bien, il s'agit de l'assassinat dans la nuit de dimanche à lundi d'une religieuse franco-espagnole de 77 ans dans le sud-ouest du pays. Elle aurait été enlevée à son domicile par ses agresseurs. Elle a été retrouvée égorgée non loin de là. Un crime condamné par les autorités et la communauté catholique. Si pour l'heure, les raisons de ce meurtre sont inconnues, la piste du crime rituel est la plus plausible à l'heure qu'il est. La religieuse a été enterrée ce mardi à Nola, où elle s'était installée depuis 1996. 22 février 2019, 22 mai, 3 mois ce mercredi que le mouvement populaire est né en Algérie, 3 mois de manifestations, au moins tous les vendredis, avec une mobilisation qui ne s'essouffle pas malgré la chaleur ou le mois de Ramadan. Les revendications sont également les mêmes. Après avoir obtenu le départ du président Bouteflika et de son clan, des millions d'Algériens continuent à demander le départ du système tout en rejetant l'élection présidentielle du 4 juillet. Écoutez cette réaction à Alger. Pour moi, le résultat est positif. Les marches sont restées civilisées et pacifiques. Le peuple est toujours déterminé, même pendant le ramadan. Et ce, pour poursuivre notre mobilisation et concrétiser nos buts. L'armée donne des promesses et y renonce par moments pour gagner du temps. Mais nous, le peuple, restons déterminés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu comme prévu ce mercredi par les députés du Parlement après la victoire de son parti, l'ANC, aux législatives du 8 mai dernier. Il devrait vraisemblablement présenter ce week-end son nouveau gouvernement. Retour sur la cérémonie et sur les défis qui attendent Cyril Ramaphosa avec notre correspondante Caroline Dumais. C'était une cérémonie très attendue par les Sud-Africains qui sont très attachés à leur système parlementaire. Et c'était surtout l'occasion pour les 400 députés de faire passer un message à leur nouveau président. Aujourd'hui, 2 obsessions, la lutte contre la corruption et la relance de l'économie. Sur la lutte contre la corruption, le leader de l'opposition de l'Alliance démocratique, Moussi Maïmane, qui représente quand même 84 députés sur 400, a demandé à ce que tous ceux qui aient pillé les ressources de l'État aillent en prison. Petite parenthèse, une surprise cette année, 5 députés de l'ANC n'ont pas pu prêter serment parce qu'ils sont impliqués dans des affaires frauduleuses. Cyril Ramaphosa, visiblement, ne veut pas prêter le flanc à la critique.
Du côté de la relance de l'économie, elle était sur toutes les lèvres et on réalise que le défi est majeur avec plus de 10 millions de chômeurs. Julius Malema, le chef des combattants pour la liberté économique, a quand même prévenu Cyril Ramaphosa. Si sa gouvernance va dans le sens de ses amis capitalistes blancs, il ne finira pas son mandat. Face à toutes ces remarques, Cyril Ramaphosa a eu un discours d'union. Il a appelé l'opposition à gouverner avec lui et surtout, il s'est dit le président de tous, pas seulement des membres de l'ANC qui ont voté pour lui, mais le président de tous les Sud-Africains. L'un des plus célèbres écrivains du continent vient de nous quitter. Le Kényan Binyavanga Wainaina est mort à l'âge de 48 ans. C'était aussi un ardent défenseur des droits des homosexuels. Nicolas Germain. C'est une grande perte pour le monde des lettres sur le continent africain. L'auteur kényan Binyavanga Wainaina est mort à l'âge de 48 ans. Il était atteint du virus du sida. En 2014, il révèle son homosexualité au moment où le Nigeria adopte des lois contre les gays. Mon coming out, c'est comme une intervention à un moment donné. Je ne veux pas que mes frères et mes sœurs meurent ou soient tabassés au Nigeria, par exemple. Et moi, je ferais juste des grands bruits en disant qu'ils sont gays. J'ai mal pour eux. Non, j'ai pensé que je devais faire mon coming out. Mais ce n'est pas pour autant que je passe mon temps à lire uniquement des livres sur les gays. L'écrivain était célèbre pour son essai ironiquement intitulé « Comment écrire sur l'Afrique » et adressé aux futurs journalistes. Voici 3 de ses recommandations. Sujet tabou, les scènes domestiques quotidiennes, l'amour entre Africains, des écolières qui n'ont ni Ebola ni des mutilations génitales féminines. Parmi vos personnages, il faut toujours inclure un Africain affamé qui erre dans un camp de réfugiés à moitié nu et attend la bienveillance de l'Occident. Ne dites jamais quelque chose de négatif sur un éléphant ou un gorille. Les éléphants peuvent attaquer les propriétés des humains, détruire leurs récoltes et même les tuer. Prenez toujours la défense de l'éléphant. Ce défenseur des droits des homosexuels est mort juste 2 jours avant une date importante au Kenya. Vendredi, un tribunal dira si une loi criminalisant l'homosexualité est toujours valide. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.